Bonsoir à tous, merci d'être là. Bienvenue. On est ici en fait dans la nouvelle salle en fait de Parole de Jeunes. Voilà. Il y a la plupart d'entre vous, vous savez ce qu'est Parole de Jeunes parce que vous êtes déjà venus, vous avez participé, vous avez fait partie du coup de certains projets. Donc c'est pour ça que c'est un peu. Enfin moi cette soirée elle me fait plaisir ce soir. Elle m'a fait plaisir. La première soirée m'a fait plaisir parce que c'est Arthur qui est venu, déjà parce que c'est mon petit frère, puis qui faisait partie aussi de Parole de Jeunes, et que c'est un artiste aussi du coin. Et on a la chance encore d'accueillir du coup pour une seconde fois un autre jeune talent du coin, qui est Dimitri. Du coup, c'est son cousin. Son cousin. Non. Mon cousin, tu veux dire? Je connais Arthur. Bonsoir du coup, je m'appelle Dimitri Valin. Il y a 3 ans j'étais un étudiant à la fac de droit, un peu malheureux, j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et aujourd'hui ça va un peu mieux, je crée une chaîne YouTube qui fonctionne plutôt bien, qui fait des millions de vues tous les mois. Quand j'avais 21 ans je créais une start-up qui s'appelle Coup d'État. Et là il y a 1 an j'ai quitté cette start-up, je me suis mis à faire des filtres en réalité augmentée, et pareil ça marche trop bien, j'ai fait plus de 100 millions de vues, etc. Et du coup là, l'objectif un peu de ce soir, ça va être de revenir sur un peu toutes les étapes du parcours. Et le but du jeu, ça va être un peu de décortiquer tout ça pour essayer d'en tirer des leçons et que vous tiriez des trucs intéressants. Du coup, quand je raconte mon parcours à des gens de Paris, etc., souvent ce qu'ils me disent, c'est comment tu as commencé la vidéo et tout. Et je leur dis souvent que c'est une réponse assez simple. Quand j'avais 10 ans, avec mon meilleur pote, on a commencé à faire du skateboard. Donc c'était entre le CM2 et la 6e. À l'époque, moi je m'ennuyais énormément pendant l'été. Et un peu par hasard, je sais pas comment, on s'est mis à faire du skate tous les deux. Et progressivement, il y a plein de gens qui nous ont rejoints. Et on a commencé à former une sorte de mini-clique tous ensemble. Et cette période, moi, je regardais beaucoup de skateurs américains sur YouTube. Donc il y avait Bob Margera et Rodney Mullen, c'était les 2 gros principaux que je regardais à l'époque. Ils faisaient des trucs de ouf, j'étais super impressionné. Et ils filmaient en fait les figures de skate qu'ils faisaient, et ils mettaient tout en ligne sur YouTube. C'était le début de YouTube, on devait être en 2008-2009. Et moi, quand je voyais ça, ça m'a donné envie en fait de faire la même chose, de reproduire ça. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que chez moi, il y avait un vieil appareil photo, vraiment tout pourri c'était même pas une caméra, c'était vraiment un appareil photo qui filmait. Et j'ai commencé à filmer nos sessions de skate. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore le skatepark de mon temps, on allait à Bussac. Le samedi, on prenait la voiture, on allait à Bussac, on faisait 15 minutes de route. Quand nos parents voulaient bien nous emmener, on passait toute la journée le samedi à filmer nos sessions, etc. Et c'est grâce à cette période en fait que j'ai compris un peu comment fonctionnait un appareil photo comme ça. J'ai appris plein de choses, j'ai appris par exemple à quoi servaient les ISO, à quoi servait l'ouverture d'un objectif, à quoi servait la vitesse d'obturation, toutes ces choses-là un peu techniques dont j'avais aucune idée, j'avais 11-12 ans. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Ce qui est marrant en fait, c'est que plus tard ça va me servir aussi. Deuxième chose que j'ai apprise avec le skateboard, c'est que une fois que tu as filmé tes vidéos, en fait, le but du jeu, moi, c'était vraiment de les mettre en ligne et de les partager à mes potes. Du coup, quand tu filmes tes vidéos, en soi, elles sont un peu nulles, quoi. Du coup, moi, je voulais ajouter de la musique, du montage, des transitions, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les premiers logiciels de montage. À l'époque, j'avais pas encore d'ordinateur chez moi. J'allais donc dans le bureau de mon père, qui lui avait un vieux Windows, etc. Et quand je passais pas tout mon temps sur MSN ou sur les Skyblogs ou à jouer à Dofus avec Arthur, je faisais du montage. Parce que tous les Windows, en fait, tous les ordinateurs Windows, du moins à l'époque, ils avaient un logiciel de montage directement sur l'ordinateur qui s'appelait Windows Movie Maker. J'ai appris à faire des cuts. J'ai appris à faire des transitions. Donc à l'époque, je faisais vraiment des transitions nulles, dire des trucs avec des étoiles et tout. Vous verrez ça maintenant, c'est vraiment kitsch de fou. Et à mettre de la musique. En fait, j'ai appris à faire des vidéos montées. Là, j'avais 12-13 ans. Et troisième chose que j'ai apprise, c'est comment je passe de ce montage-là et comment je le montre au monde, en fait. Donc là, j'ai appris aussi comment fonctionnait YouTube, comment fonctionnait une miniature, un algorithme qui met en avant des vidéos et d'autres non, comment on référence une vidéo sur internet avec des mots-clés, des hashtags, etc. Ça, en gros, c'était la première leçon que j'ai apprise quand j'étais gosse et que j'ai grandi à la campagne. C'est qu'en fait, c'est important de s'ennuyer. C'est un truc...
que, par exemple, quand je parle avec des Parisiens, ils me demandent souvent si c'est pas trop dur de grandir à la campagne. Ce qui est, moi, au début, je comprenais même pas comment on pouvait se poser cette question, tu vois. Mais en fait, maintenant j'ai compris parce que je vis à Paris depuis 1 an et demi. Et en fait, la vie à la campagne et la vie en ville, ça n'a rien à voir. C'est vraiment. Moi, je vois vraiment comme une fracture. C'est deux mondes qui se côtoient même pas en plus et qui n'ont plus rien à voir ensemble. Et en fait, j'ai réalisé que par exemple, quand tu grandis à Paris, que ce soit rien qu'au niveau culturel, tu as des musées partout, tu as des salles de concert avec des artistes hyper connus, des zéniths qui viennent. Même en termes d'institutions, par exemple, t'as les meilleurs skateparks de France, quoi. Alors que nous, en même temps, quand on a grandi, on n'avait pas de skatepark, on a dû le construire, quoi. Avec Parole de Jeunes et tout. D'ailleurs, c'était une expérience chambée, j'ai appris beaucoup de choses, à monter un projet, à faire des budgets. On a été à la mairie, on a dû convaincre le maire et tout. En fait, grandir à la campagne, pour moi, ça a été une bénédiction, réellement, parce qu'en fait, j'ai eu tout ce temps-là où je me faisais vraiment chier. Et j'ai pu en fait apprendre à 10-11 ans à filmer, monter et publier des vidéos en ligne, quoi. Parce que maintenant, aujourd'hui, quand je publie une vidéo en ligne, j'ai pas ce rapport-là de ah, c'est bizarre de mettre des trucs en ligne, parce qu'en fait, moi ça fait 10 ans que je le fais, du coup, c'est totalement naturel pour moi. Alors que quand tu grandis à Paris, il y a un truc, moi en fait, Paris, je le vois vraiment comme une ville qui clignote, c'est-à-dire que tu as tout le temps des trucs à faire. C'est des soirées, des bars, des concerts, il y a tout le temps des conférences. Et je pense que tu peux vite te retrouver grandir dans Paris, grandir dans cette effervescence permanente et jamais te retrouver seul en fait. Et pourtant se retrouver seul, surtout en plus aujourd'hui à l'âge des réseaux sociaux et tout, c'est super important. Par exemple, moi un truc que je fais à Paris que vous allez trouver trop bizarre, mais c'est que dans la semaine je me prévois 2 ou 3 créneaux horaires où juste je laisse mon ordinateur et mon téléphone chez moi. Je prends un papier, un stylo et je pars 1 heure dans Paris me balader. Et juste, j'essaye de m'ennuyer en fait. Je prends des créneaux horaires dans mon emploi du temps pour m'ennuyer. Et aussi, oui, un truc que je voulais dire, c'est que du coup, ce qu'on peut voir dans la vie comme des handicaps, souvent, c'est des méga forces. C'est un truc que j'ai appris moi avec mon réalisateur de films préféré. Je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Nicolas Winding Refn. C'est un mec qui a réalisé des films comme Drive, peut-être vous connaissez. Il y a aussi des films qui sont aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre en termes artistiquement, en termes de couleurs, etc. Il y a The Neon Demon et Only God Forgives. C'est des films, si vous avez l'occasion, regardez-les parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Et en fait, quand tu t'intéresses à la vie et à la biographie de ce mec, donc c'est un réalisateur danois, moi j'ai appris qu'en fait il était daltonien. C'est-à-dire que le gars qui faisait les films les plus stylés en termes de couleurs était daltonien. Et en fait, quand tu regardes les interviews de ce mec, il t'explique que le fait d'avoir été daltonien, ça l'a forcé à s'intéresser profondément à ce que c'étaient les couleurs. Donc il a testé plein de types de lunettes qui permettaient d'un peu de relever certains niveaux de couleurs qu'il voyait moins. Ça lui a permis en fait de s'intéresser à la théorie des couleurs. Qu'est-ce qui fait que deux couleurs vont bien ensemble? Qu'est-ce qui fait que deux couleurs, quand tu les mets à côté, ça dégage quelque chose de pas agréable? Et il s'est entouré aussi de gens qui étaient super forts en termes de couleurs. Et il te raconte vraiment que c'est grâce au fait qu'il était daltonien qu'il est devenu réalisateur de films. Là, je vais avancer un peu plus. C'est à peu près quand j'ai 17 ans. Donc là, je passe mon bac et je décide d'aller faire une faculté de droit à Bordeaux. Donc j'ai été là-bas. Honnêtement, ça m'a très vite ennuyé. La première année, j'étais en colocation avec Dimitri Rouget qui est juste là. Et j'ai presque jamais été en cours. Et c'était trop bien. Non, mais on a passé une année magnifique dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai eu mon année par grande chance. Franchement, je suis passé in extremis, mais je l'ai eu. Et donc j'ai pu aller en deuxième année de droit. Ce qui était en soi une erreur, parce que moi, le droit, je m'en foutais. Et je le savais très bien à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé quand j'étais en deuxième année, c'est que j'ai recommencé de nouveau à m'ennuyer. Et un jour, par le plus grand des hasards, je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle Coursera. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ici Coursera? Non. Tu connais? Alors Coursera, c'est un principe tout simple, c'est que tu prends les meilleures universités du monde, donc Harvard, Oxford, MIT, l'université de Stanford, Oakley, toutes ces grandes universités-là, les profs mettent une caméra dans l'amphithéâtre, ils filment tout. Et ce qui se passe, c'est qu'ils mettent tout en ligne sur Coursera, et c'est totalement gratuit.
C'est-à-dire que là, si tu veux, tu prends ton téléphone, tu peux suivre des cours de maths, d'art, et il y a tout. Donc là, je prends une grosse claque, et notamment, je vais suivre un cours qui a été déterminant dans ma vie. C'est un cours qui est donné par une femme qui s'appelle Barbara Oakley, et ce cours s'appelle Learning How to Learn, donc grosso modo, apprendre à apprendre. Et dans ce cours, elle explique, donc en fait, elle revient aux fondamentaux de ce que c'est les neurosciences, donc comment fonctionne notre cerveau, et notamment quand on apprend. Donc, quand on apprend par exemple une nouvelle connaissance, imaginons en primaire par exemple quand on apprend les verbes. Et on apprend que en fait, les verbes, tu peux les classer en verbes du premier groupe, verbes du deuxième groupe, verbes du troisième groupe. Ce qui se passe à ce moment-là dans ton cerveau, c'est qu'entre les neurones, il y a une connexion synaptique qui se crée. Vous pouvez l'imaginer comme un fil qui se crée entre deux neurones. Et à partir de ce moment-là, ton cerveau il sait que en fait, tous les verbes, tu peux les classer en trois groupes. Le premier groupe c'est ER, le deuxième groupe ça finit au participe présent en issant, donc finissant au verbe du deuxième groupe, et le troisième c'est un peu tout le reste, quoi. Donc ça c'est la première mécanique qui se passe dans ton cerveau quand tu apprends quelque chose. Et la deuxième mécanique qui se passe, c'est que plus tu vas répéter cette information, plus tu vas répéter cette connaissance et tu vas t'entraîner, plus cette connexion synaptique là, elle va grossir, s'intensifier et devenir solide. Deuxième truc où ça m'a impacté très fortement dans ce cours de Barbara Oakley, c'est la distinction entre cerveau focus et cerveau diffus. Je ne sais pas si vous savez, mais si on schématise un peu comment fonctionne notre cerveau, il se découpe en deux phases, donc le mode diffus et le mode focus. Alors le mode focus, c'est un mode où, imaginons un exercice où on doit détecter si les verbes sont du premier groupe, du deuxième groupe ou du troisième groupe. Ce qui se passe, c'est que notre cerveau il se met de front face à ce problème, et juste, il va chercher les informations qu'il connaît pour découvrir la solution à ce problème. Donc ça, c'est le mode focus. Ensuite, tu as le mode diffus, qui lui est un mode beaucoup plus hasardeux et un peu plus vague, c'est-à-dire que, par exemple, le mode diffus, il intervient souvent quand on est sous la douche ou quand on court. C'est pour ça que souvent, on a des idées, souvent sous la douche, quoi. Ce qui est bizarre, mais c'est quand on est en mode diffus, en fait. Notre cerveau, il fait pas les connexions habituelles, juste, en fait, il se laisse aller. Et les neurones, ils font des trucs un peu hasardeux, et des fois, ils connectent des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Et c'est comme ça que naissent des idées, en fait. Et il y a deux exemples que je trouve hyper intéressants sur ce truc de focus et de diffus. Parce qu'en fait, quand tu sais ça, ça change tout dans ton processus d'apprentissage, parce que tu captes à quel moment tu es en focus et à quel moment tu es en diffus. Et le deuxième exemple, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, quand il a peint la Seine, donc c'est une peinture murale, c'est dans un couvent à Milan. Il a fait ça pour Ludovic Sforza, qui était son mécène à l'époque. Et quand on écoute, quand on a demandé aux prêtres qu'est-ce qui se passait pendant que Léonard a peint l'une des choses les plus belles du monde, il disait qu'en fait, il venait tous les matins, le plus tôt possible, à 6h, 7h du matin. En fait, il passait toute la journée sur... En fait, c'était un immense échafaudage, comme ça, il avait la peinture sur tout le mur. Il était assis sur l'échafaudage et il passait toute la journée à peindre. Il buvait pas, il mangeait pas, il faisait que peindre toute la journée. Et il y a eu une période où Léonard de Vinci revenait, et en fait, il s'asseyait devant sa peinture sur l'échafaudage, et juste, il faisait rien. C'est-à-dire qu'il s'asseyait, il regardait juste les persos comme ça, et il faisait rien. Ou alors, il se levait, il allait se balader dans le jardin du couvent, il faisait des siestes toute la journée, à tel point qu'il a fait ça pendant plusieurs semaines, à tel point que les prêtres ont été se plaindre à Ludovic Sforza, donc qui est le duc de Milan à l'époque, genre le mec qui pèse, quoi. En mode, le gars, il est payé, il fout absolument rien, alors que nous, on travaille comme des oufs. Et donc, Ludovic Sforza a convoqué Léonard de Vinci en mode, gros, tu fous quoi? Et là, Léonard a répondu à un truc que je trouve magique, c'est que les plus grands artistes peignent souvent, ou fabriquent souvent leurs plus grandes œuvres lorsqu'ils ne travaillent pas. Donc voilà, ça c'était la deuxième leçon que j'ai apprise qui est fondamentale, c'est apprendre tout au long de sa vie et l'importance d'apprendre. Et d'ailleurs, si vous voulez d'autres sites comme Coursera, des trucs comme ça, il y a un truc que je trouve génial, ça s'appelle Masterclass. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui sont en ligne sur internet, et t'as les mecs les plus doués de leur domaine, donc par exemple Hans Zimmer qui fait les musiques de films les plus géniales, t'as Gordon Ramsay pour la musique, t'as Kasparov, le champion du monde des échecs, il te donne des cours sur, par exemple, comment apprendre à jouer aux échecs. Donc Masterclass, allez-y, c'est le fait. Suite à ça, en fait, c'est à ce moment-là que je crée ma chaîne YouTube People Off.
Et toutes ces connaissances que j'ai là sur comment apprendre à apprendre, je les applique directement sur comment on apprend à faire des montages exceptionnels. Donc je passe toute ma vie sur YouTube à regarder tous les tutos du monde. Et donc c'est à ce moment-là que je crée ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que si tu regardes l'épisode 1 de ma chaîne YouTube et l'épisode 30 de ma chaîne YouTube, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez importante, quoi. On dirait que c'est plus la même personne qui a fait ça. Parce que justement, je me suis posé, j'ai juste appris, et j'ai mis en application. Donc à ce moment-là, ma chaîne YouTube commence à bien fonctionner, je commence à gagner des sous sur Internet. Donc là, j'ai 20 ans, et c'est un choc pour moi, parce que je passe d'un monde où, pour gagner ta vie, il faut que tu fasses un truc que t'aimes pas, où tu te fais chier toute l'année, tu passes 5 jours à travailler pour 2 jours de repos le week-end, à un monde où en fait, le vendredi soir, je publie une vidéo sur YouTube, le lendemain matin, je me lève, elle a fait 100 000 vues, pendant que je dormais, j'ai gagné des sous, littéralement. Du coup, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau, je me dis, en fait, les études, c'est vraiment pas fait pour moi, il faut que j'arrête de faire ça, en plus, je suis malheureux, je déteste ça. Et ah oui, c'est aussi à cette période où je découvre un bouquin qui, encore une fois, va me marquer profondément. Ce bouquin, c'est L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. C'est un tout petit bouquin, il fait 50 pages, même pas, c'est vraiment un tout petit truc. Et la thèse de ce bouquin, elle est super simple, c'est que l'existence précède l'essence. Je m'explique. Imaginons, on va prendre cette table-là. Pour Sartre, lui, il va dire que l'essence précède l'existence. C'est-à-dire que pour créer cette table, il a fallu qu'à un moment, il y ait des gens qui se réunissent, qui se disent, bon, on va créer un objet, on va lui mettre 4 roues, normalement c'est 4 pieds, pour que les gens puissent poser des choses dessus. Donc là, dans ce cas-là, on peut dire que l'essence, donc son essence même, pourquoi elle a été construite, existe avant le fait qu'elle existe, justement. Et en fait, on a tendance à croire que pour les humains, c'est la même chose. On a tendance à croire qu'en fait, on est comme ça et qu'on le restera toute notre vie comme ça. Alors que c'est totalement faux, parce que pour lui, pour les hommes, l'existence arrive en premier, c'est-à-dire qu'on naît, on arrive nu dans le monde, on arrive totalement nu, et au fil du temps, on va se construire. Donc, au fil du temps, on va bâtir notre essence. Donc l'existence précède l'essence. Et en fait, d'ailleurs, c'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, qui était sa copine à l'époque, à Sartre, et on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrives dans le monde et que tu es une femme, en soi, ce qui va se passer, c'est que c'est la société qui va te construire en tant que femme, et quand tu vas être petite, la plupart des filles, en tout cas, à notre période, c'est le cas. Moi, par exemple, quand j'ai grandi avec ma petite sœur, j'avais des jouets Action Man, et elle avait des poupées. Je regardais des films où il y avait des garçons qui allaient combattre des dragons, et elle avait des films où c'était une princesse qui attendait en haut d'une tour, quoi. D'où la fameuse phrase « on n'est pas femme, on le devient ». Et en fait, quand tu pousses un peu plus ce raisonnement-là, qu'est-ce qui te construit en tant qu'être humain pendant que tu vis? C'est ton environnement. Donc ça, c'est le troisième truc que j'ai appris dans ma vie, courte vie. C'est l'environnement, c'est hyper important. Est-ce que j'ai un exemple là-dessus? Ouais, il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'empereur Néron. Donc c'est un empereur romain. Toute sa vie, il avait une petite voix dans sa tête qui lui disait « Putain, je suis empereur, mais j'aimerais bien devenir chanteur. Je suis empereur, j'aimerais bien devenir chanteur. Je suis empereur, j'aimerais bien devenir chanteur. » Et quand il a à peu près 50 ans dans sa vie, ce qu'il fait, alors c'est le mec le plus puissant d'Europe, hein, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à la star nationale de musique de l'époque, qui s'appelle Terpnus, c'est grosso modo, c'est comme s'il avait demandé à Michael Jackson, quoi, de venir vivre chez lui pendant plusieurs années, et juste, en fait, ce qui allait se passer, c'est que l'empereur, il allait copier tous les faits et gestes du musicien. C'est-à-dire qu'il allait se lever et se coucher aux mêmes heures que lui, manger la même bouffe, faire les mêmes exercices de voix, s'entraîner sur les mêmes choses, etc. Et au final, Néron est devenu un bête de chanteur. Donc à ce moment-là, j'ai 3 skills dans ma vie. C'est l'artistique, que ce soit les vidéos ou la 3D, c'est des trucs que j'ai développés tout au long de ma vie, notamment grâce au skateboard quand j'étais tout petit, je sais filmer, je sais faire tout ça. Deuxième skills, c'est les nouvelles technologies. Je sais comment marche un ordinateur, je sais comment... Je me suis intéressé à la réalité augmentée, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle, à la réalité virtuelle, toutes ces choses-là. Et j'ai un troisième skills, une compétence, pardon. Troisième compétence, c'est que je sais à peu près comment fonctionne un business. Et donc j'ai ces 3 choses-là, et je suis devant ces 3 choses-là, et je sais juste pas laquelle des 3 choisir. C'est-à-dire j'ai envie d'être artiste, j'ai envie de bosser dans les nouvelles technologies, ou j'ai envie de monter un business. Et donc là, je suis perdu, je suis à Paris,
Donc je force le destin, je m'ennuie beaucoup. Moi, j'aime beaucoup lire. Et à un moment, je vais dans une grande librairie à Paris parce que le nouvel auteur de science-fiction que j'adore depuis des années, qui s'appelle Alain Damasio, si vous ne connaissez pas, c'est un écrivain contemporain qui est génialissime, il sort son nouveau bouquin qui s'appelle Les Furtifs. Et donc je vais à la librairie pour découvrir ce nouveau bouquin. Donc je me souviens encore, je prends le bouquin et j'arrive à la caisse et il y a une queue super longue. En fait, ce qui se passe, c'est que la queue, tout au bout là, c'était en fait le rayon des biographies. Et donc, moi j'adore les biographies, j'en lis tout le temps. Et donc, je commence à feuilleter toutes ces biographies. Et là, vraiment, par le plus grand des hasards, je tombe sur la biographie de Léonard de Vinci. Et je lis juste la 4e de couverture. Et il se passe un truc dans ma tête, direct, je sais que je veux absolument lire ce bouquin. Vraiment, c'est instantané, je fais ok, je veux lire ça. Donc là, je repose le livre d'Alain Damasio que j'aime beaucoup. Je le pose, je prends le livre de Vinci. Et j'achète ce livre. Et donc je lis ce livre, c'est une révélation pour moi, et notamment sur le fait que je comprends que, en fait, la façon dont je voyais le problème de mes 3 compétences et d'en choisir une, elle était erronée depuis le début. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je combine ces 3 compétences et que j'en fasse un truc. Et j'ai compris ça par 3 exemples que je trouve absolument géniaux dans la vie de Léonard de Vinci. Le premier, c'est que Léonard, vous le connaissez tous parce que c'est un grand peintre. C'est sûrement l'un des plus grands peintres que la Terre n'ait jamais porté. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ce gars, c'était aussi un architecte de génie. C'était un stratège de génie, il a conçu des objets militaires qui sont juste fantastiques. C'était un inventeur, c'était un bête de musicien, c'était un bête d'orateur. Le mec faisait tout. Et en fait, toute sa vie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cultivé tous ses intérêts. Jamais il s'est dit moi je suis peintre, vas-y je vais faire que de la peinture. Non, jamais ça serait venu dans ses pensées de réfléchir comme ça. Il n'a pas du tout ce type de raisonnement. Et ça s'exprime dans plein de choses. Par exemple, donc là on est au XVe siècle à peu près, l'Église chrétienne est sous pouvoir absolu, et lui il est passionné de médecine, et il a envie de savoir comment notre corps humain fonctionne. À l'époque, il n'y a pas les livres de biologie qui t'expliquent, lui il veut savoir comment on fait, donc ce qu'il fait, c'est que le soir, la nuit, il va déterrer des corps dans les cimetières de manière totalement illégale. Après, il devient un peu pote avec le roi de l'époque qui lui file en scred des cadavres, et il va opérer pendant des nuits et des nuits et des nuits tous ces corps pour étudier les os, les articulations, les veines et comment fonctionnent les muscles. Et notamment, il va décortiquer plus d'une centaine de têtes humaines, et notamment au niveau des mâchoires. Et en fait, il va comprendre qu'est-ce qui fait que lorsqu'on sourit, il y a ce muscle-là qui s'active, mais pas celui-ci. Qu'est-ce qui fait que là, quand on a un sourire, il y a ça qui se tire, mais pas ici. Et c'est notamment grâce à ça que ce gars a peint le sourire le plus connu du monde, qui est le sourire de Mona Lisa. Donc ça, c'est le premier exemple qui m'a montré à quel point c'était intéressant de cultiver ses intérêts. D'ailleurs, ça, c'est la 4e leçon. Il faut cultiver ses intérêts. Dans la vie, il ne faut pas se dire, moi je fais ci, moi je fais ci. Si tu as envie de faire de la musique, juste commence à faire de la musique et tu verras où ça te mène. Le deuxième exemple que je trouve super intéressant, c'est, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux le montrer. C'est mon fond d'écran d'ordinateur. Ça, c'est un tableau qui s'appelle la Vierge au Rocher. Je le trouve fantastique, ce tableau. Et notamment pour une grande raison. Parce que, il y a tous les trucs de Léonard. C'est-à-dire que le fond derrière, c'est très léonardien. Là, par exemple, c'est hyper transparent. C'est ce qu'on appelle le sfumato. C'est-à-dire qu'il peignait plein de mini couches. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que c'est transparent alors que c'est de la peinture. Ce qui est, pour le coup, à l'époque, incroyable. Et il y a une autre chose qui est moins connue, que je trouve extraordinaire. C'est qu'il y a un très grand géologue américain qui a étudié ce tableau. Et en étudiant ce tableau, en fait, il s'est rendu compte que tout le décor pourrait exister dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, les plantes que vous voyez là, ça, bon, si je me souviens plus de leur nom, mais ces plantes-là, elles poussent uniquement dans ce genre d'environnement-là. Et en fait, même dans des détails qui paraissent insignifiants pour tout le monde, lui, il mettait ce niveau d'implication dans ce tableau. C'est pour ça que je trouve ça extraordinaire. Et le troisième exemple qui montre à quel point, pourquoi il faut cultiver ses intérêts dans sa vie, c'est le fait que Léonard, il s'intéressait de fou en plus aux mathématiques, et notamment à l'optique. Qu'est-ce qui fait que quand je regarde ça, là c'est net, là c'est flou, comment une scène est éclairée, comment les ombres se créent, jusqu'au jour où en fait il va amener un truc dans la peinture qui va bouleverser la peinture de l'époque. C'est ça qu'on appelle ça la Renaissance, c'est grâce à Léonard de Vinci, c'est-à-dire que
il va importer dans les tableaux la perspective. Donc voilà, grosso modo, j'ai fait ok, en fait moi je vais prendre les nouvelles technologies, l'art et le business, je vais les combiner, je vais essayer d'en faire un truc sympa. Et en fait c'est à cette période que je commence à m'intéresser à la réalité augmentée. En août 2019, j'ai commencé à faire des filtres Instagram et j'ai eu beaucoup de chance parce que ces filtres, j'en ai fait plus de 40 et aujourd'hui, si on comptabilise le nombre de fois où ils ont été vus par des gens, ça représente 100 millions de personnes. Voilà, c'est grosso modo mon histoire et les 4 points importants que si je devais résumer un peu ma vie, ce serait ça quoi. Les 4 choses que je trouve vraiment fondamentales en fait si on veut faire des trucs cool et essayer d'être heureux quoi, parce que à la fin du jeu c'est quand même l'objectif. Voilà, merci.